Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Bertrand Picard. Je suis, comme beaucoup d'entre vous ici, entrepreneur et comme beaucoup d'entre vous, désespéré et exaspéré aussi de voir le déclin de notre pays. Et pendant longtemps, comme la plupart des entrepreneurs, j'ai travaillé en attendant que d'autres s'impliquent en politique, que d'autres s'impliquent dans le combat des idées. Mais aujourd'hui, en fait, ce temps, on ne l'a plus. C'est un luxe que nous n'avons plus. Le combat qu'il faut mener aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure par Eric, c'est le combat de la liberté. Et en plus, on est à un moment extraordinaire, à l'aube d'une révolution industrielle, où la France a tout pour réussir. Donc on a une fenêtre qu'il faut saisir maintenant. C'est pour ça qu'avec Laetitia Strauss-Bonnard, on a créé Civilisation. Civilisation, c'est une revue que vous retrouverez en kiosque, qui sortira en septembre. Mais dès maintenant, vous pouvez vous abonner. Et cette revue, elle regroupe tous ceux qui veulent redresser le pays, tous les gens de bonne volonté qui veulent redresser le pays. Et elle a besoin de votre soutien à travers des abonnements, parce qu'on n'a ni subvention, ni publicité. Le thème de cette revue, on le dévoile d'une certaine manière avec la discussion que je vais maintenant laisser entre Laetitia, qui est notre directrice de la rédaction, et puis François Xavier, qui est philosophe également, l'homme politique que vous connaissez, mais également philosophe, et qui est au comité de rédaction. Donc je vous laisse en parler. Merci beaucoup Bertrand, bonsoir. Alors comme tu viens de l'annoncer, nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui l'un des membres du comité éditorial de Civilisation pour une conversation exclusive, François-Xavier Bellamy. François-Xavier Bellamy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'un des intellectuels les plus brillants de notre génération, de votre génération, philosophe, engagé en politique, vous êtes député européen. Vous êtes l'auteur, entre autres, des Déshérités ou l'urgence de transmettre et de Demeure, pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel. Alors vous êtes connu pour votre inlassable défense de la transmission et de l'enracinement, mais aussi de la liberté, que vous considérez comme l'un des principes fondamentaux de la démocratie. Je voudrais commencer notre discussion par un constat, pour le moins étrange. Dans les pays occidentaux, et donc aussi en France, la liberté a, semble-t-il, beaucoup d'ennemis. Il existe chez nous beaucoup de gens et de partis, à droite comme à gauche, qui défendent le pouvoir immense et tutélaire d'un État très étendu, archidépensier, surrégulateur. Ces gens refusent donc aux individus et à la société civile la jouissance de leur liberté. Le comble est que cet État, dans le même temps, échoue largement à remplir ses missions régaliennes. Les partis et courants dont je vous parle ne sont pas minoritaires, ils sont puissants et reçoivent un soutien important de la population dans l'opinion et dans les urnes. Or, et c'est là le paradoxe, la liberté est censée faire partie des valeurs fondamentales de tous les pays occidentaux. Que la liberté ait des ennemis dans les pays dont les régimes sont autoritaires, soit, mais qu'elle en ait autant chez nous, a de quoi étonner, choquer même. Alors, je vous pose la question, pourquoi, selon vous, la liberté a-t-elle autant d'ennemis chez nous ? Merci beaucoup d'abord pour votre invitation et merci pour ces mots beaucoup trop bienveillants. La vérité, c'est que je sens un grand sentiment d'illégitimité parce que Laetitia serait beaucoup plus qualifiée que moi pour répondre aux questions qu'elle va me poser maintenant. Mais c'est une joie de pouvoir échanger et une joie de pouvoir aussi marquer à cette occasion la naissance de Civilisation, qui est un projet magnifique et peut-être la réponse ou une réponse à la question que nous sommes en train de nous poser. Pourquoi, en France en particulier, la liberté a-t-elle autant d'adversaires et peut-être même parfois aussi peu de porte-voix ? Eh bien, sans doute parce que, je le crois profondément, il n'y a pas de liberté sans culture qui permette d'en comprendre la signification profonde. Peut-être, pour aller même plus loin encore que la question que vous posiez, peut-être est-ce dans les pays autoritaires ou totalitaires que les populations ont le plus le goût, le sens de la valeur de la liberté, précisément parce qu'elle leur est retirée. Dans des pays qui en jouissent, on perd le goût de la liberté parce qu'on la prend pour une forme d'évidence. Et je crois qu'en particulier, nous qui défendons la liberté, nous devons regarder en face, malheureusement, le résultat d'une forme d'erreur collective. Nous avons déserté le monde de la culture, le monde de la transmission, le monde de l'éducation. Je vois ici des grands combattants de la liberté, des capitaines d'entreprises exceptionnels. Je vois Pierre, Arnaud, Benjamin, Sophie. Et de fait, il a fallu des combattants de la liberté pour faire vivre dans le monde économique cette flamme de la liberté envers et contre tout ce qui pouvait la décourager. Mais n'oublions jamais
qu'une société perd le sens de la liberté quand ce sens ne se transmet plus. Et je vous partage une petite expérience personnelle. Quand j'étais lycéen, puis ensuite étudiant, j'ai eu un coup de foudre avec la philo. Quand j'ai dit que je voulais devenir prof de philo, ceux qui ont tenté de m'en dissuader, c'était tous ceux qui, autour de moi, se sont demandé d'un seul coup si j'étais pas devenu de gauche. Enfin, vous voyez, je caricature un peu, mais c'est quand même la vérité. Dans les 13 jeunes profs de philo avec qui j'ai fait ma formation à l'IUFM, il y en avait 12 qui militaient dans des partis de gauche ou d'extrême gauche. Le plus à droite était au Parti socialiste, ou votait socialiste. Et il y avait moi. J'étais un peu une exception. Et je ne dis pas ça pour les blâmer. La gauche a investi les lieux de la transmission. Elle a été enseignée. Elle a fait des films, elle a publié des romans, elle a investi dans l'édition, elle a été dans les médias. Je parlais encore à une étudiante en journalisme tout à l'heure qui me disait que dans sa propre fac, elle se sentait, elle qui se sentait ce goût de la liberté, extrêmement isolée désormais. Et donc le vrai combat pour la liberté, évidemment c'est un combat économique, évidemment c'est un combat politique, mais le vrai combat pour la liberté, c'est d'abord le combat culturel. Et il commence dans les salles de classe. Et je ne dis pas ça parce qu'il faudrait que demain on confisque l'école au profit d'une idéologie, je dis ça au contraire pour que l'école redevienne le lieu qui forme à la liberté nos élèves, nos étudiants, pour que le monde académique, le monde universitaire redevienne un lieu de liberté pour les générations qui viennent. Et c'est pour ça que je voudrais rendre un immense hommage à Bertrand, parce qu'en lançant Civilisation, il lance aussi une partie de ce travail fondamental pour que nous réinvestissions de manière déterminée les lieux de la transmission qui sont ceux où se décidera l'avenir de nos démocraties. Alors, je vois, vous faites très attention à ne blâmer personne en particulier, c'est vraiment tout à votre honneur, mais tout de même, ne peut-on pas chercher quelques responsables ? Personnellement, je m'interroge toujours sur deux excès contraires, finalement, dans l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de la liberté. Le premier excès, c'est l'excès libertaire, c'est de penser que la liberté revient simplement à s'émanciper de tout, n'avoir aucun compte à rendre, n'être qu'une monade, finalement, et n'être plus qu'un ensemble de droits sans aucun devoir. Donc ça, c'est un excès, il me semble, qui est présent chez certains libéraux même parfois, et qui ne sert pas la cause de la liberté. Et puis, il y a un excès inverse, il me semble, qui est plutôt, cette fois-ci, chez les conservateurs, qui sont très hostiles vis-à-vis de la liberté individuelle, parce qu'ils considèrent que la société passe avant l'individu, ce qui est une notion qui est quand même pour le moins critiquable, il me semble. Tout l'enjeu de la vraie liberté, c'est de trouver le bon équilibre entre l'individu et la société. Alors, que pensez-vous de cette proposition ? Il me semble que, pour le dire de manière très brève, il faudrait beaucoup de temps pour approfondir une question si importante, mais il me semble que ces deux excès se nourrissent l'un l'autre. D'un côté, vous avez raison de le dire, il y a une version libertaire de la liberté qui a consisté à dire que c'était dans la déconstruction que se trouvait l'émancipation de l'individu et que cette déconstruction devait s'accompagner nécessairement d'une forme de chaos volontairement organisé. Et puis de l'autre côté, il y a cette défiance à l'égard de la liberté qui est née dans une tradition conservatrice. On n'a pas de véritable tradition conservatrice assumée en France, mais on voit bien qu'il y a, je le vois par exemple dans des partis aujourd'hui à droite, y compris parfois dans celui où je suis engagé aujourd'hui, toujours cette inquiétude de la liberté. L'idée de se dire, il faut bien que l'État mette de l'ordre parce que sinon ça va être le chaos généralisé. Moi, je crois l'inverse. Et je pense, je fais un postulat qui mériterait d'être étayé avec un peu plus de temps pour ça, mais je pense qu'en fait, il n'y a pas de liberté sans ordre et qu'il n'y a pas d'ordre véritable sans liberté. Et ce pari-là, on peut le faire avec la tradition conservatrice qui est illustrée par exemple par un Hayek. Hayek, dans Droit, législation, liberté, dit qu'en fait, derrière le mot d'ordre, il y a plusieurs réalités qui sont extrêmement différentes en fait. Il y a ce que les Grecs appelaient taxis, qui est l'ordre établi par une autorité centralisée, un ordre qui s'impose d'en haut et qui est le produit d'une décision lucidement pensée. L'ordre de Taxis, par exemple, c'est l'ordre d'une armée qui marche au pas. Le 14 juillet, vous regarderez l'armée défiler, et l'armée, il aura fallu qu'elle s'entraîne, qu'elle s'exerce pour que le pas de chacun soit exactement au même rythme. Et pour ça, il faut que la musique vienne soutenir le rythme et que chacun sache exactement à quel moment il doit poser son pied. Ça, c'est l'ordre établi. Mais la vérité, c'est que la plupart des choses que nous voyons être en ordre dans une société sont en ordre sans que personne ne les ait organisées. Imaginons que vous allez, pendant les vacances qui arrivent, marcher avec des amis. Vous ne commencez pas votre marche en vous disant « Attention, 1, 2,
on y va. Et vous ne vous dites pas, on va faire attention de bien fixer le rythme pour qu'on soit sûr d'arriver en même temps. La chose magnifique qui se produit quand vous marchez avec des amis, c'est que naturellement, vous allez marcher du même pas, que les interactions humaines finissent par produire cet équilibre que vous évoquiez à l'instant. Il n'y a pas d'ordre sans liberté. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre de Paris, et quoique Paris ne soit pas spécialement une ville qui incarne le libéralisme, malgré tout, il nous reste quelques éléments de la libre économie, et donc vous pouvez avoir la certitude, quand vous sortez de cette salle, qu'à moins de 10 minutes de marche à pied, il y a une boulangerie ouverte. Ce n'est pas parce que la mairie de Paris, dans sa grande bénévolence, a décidé d'organiser un plan des boulangeries de Paris en décidant de leurs heures d'ouverture. C'est parce que s'il n'y avait pas de boulangerie ouverte à moins de 10 minutes d'ici, quelqu'un en ouvrirait une, parce que quelqu'un y aurait un intérêt. Et donc le libéralisme nous dit, en fait, le libéralisme classique, que si vous laissez la liberté faire son œuvre, alors vous aurez le maximum de l'ordre, le maximum de l'organisation. Et d'une organisation tellement sophistiquée qu'aucun être humain, dans une centralisation planificatrice, n'aurait pu la réussir. C'est ce que Hayek dit magnifiquement dans La route de la servitude. Et je crois qu'il faut relire aujourd'hui et relire tous les jours La route de la servitude. C'est le meilleur antidote à ce qu'il y a de dangereux dans l'esprit français aujourd'hui. Dans La route de la servitude, Hayek dit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez faire la planification économique, vous aurez le totalitarisme aussi. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Et au fond, la route de la servitude, elle commence toujours quand on renonce à l'idée que la meilleure manière de parvenir à l'ordre, c'est toujours la liberté. Et je dis ça pour lutter contre les tentations qui nous guettent, pas seulement celles de la gauche ou celles que la gauche a voulu nous imposer, mais celles qu'on trouve aujourd'hui à droite. Et je le dis bien humblement et bien simplement. Je vois Arnaud ici qui mène le même travail que moi aujourd'hui sur le projet sur lequel nous travaillons ensemble, Martin qui est là également. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons le devoir de rappeler à temps et à contre-temps que la meilleure manière de parvenir à l'ordre, à la meilleure organisation, au meilleur équilibre, à la plus grande sécurité, à la plus grande prévisibilité pour l'avenir de nos sociétés, le sommet de l'harmonie, c'est ce que Hayek appelle cosmos par opposition à taxis, c'est l'ordre spontané et pas l'ordre établi. Vous parlez d'or, mais alors, comment concrètement réconcilier aujourd'hui les libéraux et les conservateurs? Parce qu'ils ont des points communs, mais sur ce sujet, notamment la liberté, ils continuent d'y diverger. Alors comment faire? Et puis si je peux me permettre de vous poser cette question, est-ce que vous avez changé d'avis sur le sujet de la liberté? Est-ce que j'ai changé d'avis sur le sujet de la liberté? En fait, la liberté, ça n'est pas d'abord un concept. Et je pense que c'est le plus important. La liberté, c'est d'abord une expérience. Et en ce sens, la liberté n'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir pensé une bonne fois pour toutes et dont on aurait une définition bien rangée dans un manuel. C'est quelque chose qu'on vit tous les jours. La liberté, c'est l'expérience d'une aventure, c'est le fait de vivre la réalité d'un choix. Et de ce point de vue-là, j'ai le sentiment d'avoir, y compris très récemment, appris encore beaucoup sur la liberté. Beaucoup de choses que, après, très modestement, les années d'études de philosophie que nous avons tous les deux vécues, que je n'avais pas comprises. Et par exemple, encore une fois, dans la relation de la liberté avec l'expérience du choix et avec le risque, je crois que cette relation entre la liberté et le risque, là encore, c'est quelque chose que nous avons le devoir, pas seulement d'expliquer de nouveau à la société, mais le devoir de vivre à nouveau dans notre société aujourd'hui. Le drame de l'économie, on le sait très bien, c'est François Asselin qui le dit d'une manière magnifique. Il était patron de la CPME et il disait toujours, et j'ai beaucoup d'admiration pour le combat qu'il a mené, le grand drame de l'économie en France, c'est que ce sont tous les jours des risques tout qui sont contrôlés, paralysés, inhibés, empêchés par des risques rien. Et je pense que c'est la vérité de la situation que nous vivons, mais c'est une vérité parce que, reconnaissons-le humblement, et encore une fois, ce serait tellement facile de dire tout ça c'est de la faute de la gauche, tout ça c'est de la faute de l'administration, tout ça c'est de la faute des fonctionnaires. La vérité, c'est que notre société est totalement traversée aujourd'hui par cette aversion au risque que nous connaissons. Vous voyez, quand j'entends, je ne vais pas faire de politique ici, ce n'est pas mon sujet, vous aurez tout à l'heure un panel politique et ce sera l'occasion de le faire, mais je me suis battu pendant des années au Parlement européen pour défendre le nucléaire. Quand j'entends des politiques aujourd'hui qui continuent de confondre le risque et le danger, un risque, ça se gère, ça s'assume, ça s'affronte. Bien sûr que le nucléaire est risqué. Ce n'est pas pour autant que c'est dangereux. Ce n'est pas du tout la même chose. Et des gens qui continuent de prendre tout risque pour un danger, je me dis qu'effectivement, on a toujours un immense travail à faire. Et quand en plus ces politiques prétendent représenter quelque chose comme le camp de la liberté, je me dis qu'on a un immense travail, un immense combat culturel, encore une fois, à mener pour nous apprendre, chacun d'entre nous, dans nos vies,
à redécouvrir le goût de la liberté, la saveur de la liberté. Encore une fois, ce n'est pas seulement un concept, c'est quelque chose qui mérite d'être pleinement vécu et dans cette expérience de vie qui ne peut que continuer d'être toujours redécouvert. Alors à vous entendre, la liberté semble difficile au fond. Est-ce que ce n'est pas la vraie raison qui explique pourquoi elle a tant d'ennemis ? Mais oui, mais je pense que ça, c'est le sujet fondamental en réalité. C'est-à-dire que l'erreur peut-être de certains penseurs ou de certains politiques libéraux ou qui se décrivent comme tels dans le débat politique, c'est de croire parfois que la liberté est immédiatement désirable. Mais moi, je pense que ça n'est pas le cas. Et si on a besoin de ce combat culturel, c'est justement pour faire en sorte que chaque personne dans la société dans laquelle nous vivons puisse vraiment redécouvrir à quel point la liberté est la condition d'une vie pleinement vécue. Mais ça n'a rien d'immédiat. La liberté n'est pas immédiatement désirable. À l'origine, spontanément, la première réaction que nous éprouvons quand nous sentons que nous sommes libres, c'est celle d'éprouver la peur que suscite la liberté. C'est terriblement angoissant d'être libre. Regardez, j'ai été prof de terminale, comme les professeurs de philosophie ont le privilège de l'être. Donc j'ai vu des générations d'élèves puis d'étudiants passer devant le sujet délicat de leur orientation. Le moment où vous devez cliquer pour dire que c'est ce choix d'études que vous allez faire, ce moment-là, il est terrifiant. Et dans ces moments-là, vous préféreriez 1000 fois ne pas être libre et que quelqu'un décide à votre place pour vous, que votre vie soit écrite d'avance. Vous préféreriez avoir une boule de cristal et pouvoir lire à l'avance. Être libre, c'est un privilège extraordinairement encombrant. La contrepartie de la liberté, c'est ce que Kierkegaard décrivait dans le concept de l'angoisse. L'angoisse, c'est le vertige de la liberté, dit Kierkegaard. Et il faut l'affronter, il faut l'assumer. Être libre, c'est angoissant. Ça ne veut pas dire que ça doit être le dernier mot. Il faut passer par-dessus cette angoisse. Mais si la liberté est toujours combattue, et c'était la question que nous partagions aujourd'hui, si la liberté est toujours et sera toujours combattue, c'est d'abord parce qu'en nous-mêmes, il y a toujours la tentation de se défaire de sa propre liberté. C'est Emmanuel Kant dans « Qu'est-ce que les Lumières ?» c'est la première phrase de « Qu'est-ce que les Lumières ?» La paresse et la lâcheté sont les grandes causes qui font que tant d'hommes, après avoir été depuis si longtemps affranchis de la tutelle de la nature, restent pourtant mineurs toute leur vie. Il est si facile d'être mineur. J'ai un médecin qui me dit ce que je dois manger, j'ai un État qui me dit ce que je dois faire, j'ai un directeur qui me dit ce que je dois penser. Pourquoi devrais-je prendre la peine de penser pourvu que je puisse payer? Extraordinaire. La paresse et la lâcheté. Et ces tentations-là, elles sont, encore une fois, en chaque homme, elles sont en chacun d'entre nous. Et si nous voulons rendre la liberté désirable, alors il faut mener ce combat pour montrer que aller au-delà de l'angoisse, aller au-delà de cette expérience du vertige de la liberté, c'est la condition pour vivre une vie pleinement vécue. La liberté n'est pas immédiatement désirable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, elle est bonne, mais il faut, pour qu'on la défende pour ce qu'elle est, qu'on accepte d'assumer ce qu'elle signifie aussi. Si la liberté a de la valeur, c'est parce qu'elle a du prix. Si la liberté est un bien, il faut assumer que ce bien coûte et qu'on n'est pas libre si on n'accepte pas l'effort qu'implique la liberté. Eh bien voilà, une magnifique conclusion à cette discussion. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'être venu discuter avec Civilisation de la liberté. Merci à vous. Merci encore. Et juste avant la dernière table ronde, évidemment, un immense merci à la revue Civilisation. N'hésitez pas à vous abonner sur leur site internet, revue.civilisation. Et d'ailleurs, je crois d'ailleurs qu'ils font un code promo en ce moment. Et je laisse le stage à Madame Joëlle Dagosseri. Bonsoir, bonjour. Oui, allez, 18h, bonsoir. Bonsoir à tous, je m'appelle Joëlle Dagosseri, je suis entrepreneur et intervenante dans les médias. J'ai eu le plaisir d'intervenir sur les 2 premières nuits de la liberté et là, j'ai l'honneur
d'animer le panel numéro 1 avec Monsieur Pierre Gattaz et Monsieur Arnaud Vessier. Je vous prie de les accueillir. Merci. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui, merci de venir partager votre vision et notamment les solutions surtout que vous avez pour notre beau pays. Alors monsieur Pierre Gattaz, vous êtes PDG de Radial, vous êtes dirigeant d'entreprise, également président de l'Institut des solutions, ça dit tout, donc on a hâte de vous écouter. Et monsieur Arnaud Vessier, vous êtes entrepreneur aussi et fondateur du mouvement Trop c'est trop. Alors, on va commencer avec Monsieur Pierre Gattaz. Monsieur Pierre Gattaz, vous ouvrez cette session. Si vous deviez retenir une mesure d'urgence, un levier macroéconomique majeur pour libérer l'emploi et faire repartir la machine économique en France dès maintenant, qu'est-ce que vous avez dans vos chapeaux? Laissez-nous bosser, hein, Lionel, qui est dans la salle. Laissez-nous bosser. Non, plus sérieusement, la dissolution, pour moi, était un cataclysme. Je pensais que les socialistes étaient devenus des sociodémocrates, qu'on pouvait travailler dans nos entreprises, exporter, innover, créer, qu'on serait toujours supporté. Et d'un seul coup, tout s'écroule. Et depuis la dissolution, c'est un enfer médiatique, surtout politique. On en prend plein la figure. Et donc, on a écrit un bouquin avec 3 copains, Xavier Fontanet, Michel de Rosen et Maxime Ayache, pour écrire quoi? Pour écrire 30 réformes économiques. Et on s'est dit, si on les met sur la table comme ça va être encore jeté aux orties, on va nous prendre pour des ultra-financiers, ultra-libéraux comme d'habitude. On va faire un lien entre chacune de ces réformes et le pouvoir d'achat des Français. Donc, autour de 4 chapitres. 1, gagner plus en travaillant plus. 2, gagner plus en optimisant le modèle social, c'est en réduisant les charges. 3, gagner plus en baissant les dépenses publiques, la fiscalité. Et 4, gagner plus par la croissance, par la vision d'une France vertueuse 2040, etc. Donc, ça fait 450 milliards d'économies. Et en fait, figurez-vous que les mesures les plus fortes des 450 milliards, c'est travailler plus, c'est de faire qu'on travaille plus en France. Il y a 3 endroits. Il y a le taux d'emploi des jeunes qui est très faible. Il y a le taux d'emploi des seniors qui est très faible. Et vous avez quand même une durée du travail qui est plus faible que les autres. Si vous regardez, j'ai des statistiques à vous donner, vous prenez toute la population française et on travaille, chacun d'entre nous, en prenant tout le monde, 100 heures, on travaille 666 heures par an, par personne. La moyenne européenne, c'est 770. Il y a 100 heures de différence par habitant. Vous multipliez ça par 66 millions de Français, ça fait 6,6 milliards d'heures par an de retard. Fois 15 euros l'heure, ça fait 100 milliards. 100 milliards net dans la poche du gars, mais surtout 80 milliards de plus en charges diverses et variées. Donc une mesure comme ça, on s'alignerait juste sur la moyenne européenne en travaillant plus par les jeunes qui seraient moins au chômage, par les seniors qui iraient moins à la retraite à 62 ans. Eh bien, ça fait une somme considérable, 180 milliards d'économies, 100 milliards pour les salariés et 80 milliards pour l'État. Donc ça, c'est la mesure la plus fracassante. Alors ensuite, on peut avoir des mesures, on passe de 37 à 40 heures. 37 à 40 heures, c'est énorme aussi. C'est 8% de plus en net, ça fait 60 milliards de plus en net, et ça fait 60 milliards de plus pour l'État. Ça fait 120 milliards. Donc vous voyez, le travail, après, alors il faut travailler plus pour aller à la retraite, 67 ans, bien sûr, l'assurance chômage, qui est un vrai sujet, parce que je rencontre 10 personnes par semaine, des chauffeurs de taxi, mais tout le monde qui me dit, monsieur Gattaz, mon beau-frère, il est au chômage, il gagne plus que moi, et puis l'autre, il me dit, il est en tour de monde, il est à Bali, ça fait 6 mois qu'il est à Bali, il est au chômage, etc. Ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc il faut absolument aussi qu'on règle ces dysfonctionnements, que le travail paye. Et puis après, en effet, les dépenses publiques, on sait qu'on a grosso modo 1 million de fonctionnaires en trop, par rapport aux Allemands, par rapport aux Suisses, un peu plus même, à population comparable. Où on se retrouve. Alors quand je dis ça, tout le monde s'évanouit, mais Pierre Gattaz, vous pouvez pas enlever les policiers. Mais non, je ne touche pas à la sphère régalienne. Je muscle la sphère publique. Je la muscle. Muscler, c'est quoi? On donne du muscle aux juges, aux policiers, à l'armée, aux affaires étrangères, aux enseignants et aux soignants. Par contre, vous avez 2 couches de trop dans le millefeuille territorial, 500 000 personnes sur 2,2 millions quand même, de trop.
Vous avez 1000 agences avec 500 000 personnes. Vous enlevez la moitié, ça fait 250 000 fonctionnaires de trop. Et vous avez l'administration de l'administration. Dans l'hôpital, c'est 35% de structure. Dans l'éducation nationale, c'est pareil. Grosso modo, vous trouvez le million d'emplois. Alors comment on fait? On ne fait pas un plan social. Enfin, on pourrait. Mais on ne supprime pas 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4 fonctionnaires qui partent à la retraite. Et puis, mais dans ces sphères-là, les sphères administratives. Et puis après, on fait du management, on fait de la qualité totale, on fait de l'ARH comme dans nos boîtes, on fait de l'IA à mort, et vous réduisez cette sphère publique qui est monstrueuse. 57% de PIB en dépenses publiques, la moyenne européenne, c'est 49. 8 points fois 3 000 milliards, 3,24, 240 milliards de trop sur la tête. Donc, si vous voulez... Alors, c'est pour ça que nous, quand vous dites ça comme ça crûment sur certaines ondes où vous sortez avec le goudron les plumes, il faut expliquer aux Français que tout ça, c'est pour eux qu'on fait ça. C'est du salaire net, les gars. Et vous allez aller au plein emploi. C'est pour ça que le 4e chapitre, et je finis là, la vision d'une France qui gagne, d'une France enthousiasmante. Nous, on a fait ce boulot avec l'Institut des solutions. C'est quoi? C'est 2040, le plein emploi. C'est la réindustrialisation à 15% du PIB. C'est l'ascenseur social qui remarche. C'est au moins 30 à 50% de salaire net en plus. Etc., etc. On en liste, bon. Et c'est une croissance autour de 2% et pas 1% comme on se tape depuis 20 ans. Et on réindustrialise autour de... Alors je pourrais faire un topo parce que j'ai plein d'idées sur le sujet de la réindustrialisation. Mais si vous voulez, tout ça est possible. Et tout ça, vous embarquez les Français sur ce projet enthousiasmant comme on fait dans nos entreprises. On embarque nos équipes. Et ensuite, on leur dit, bah, écoutez, c'est là où on veut aller tous ensemble. C'est crédible. Et ça passe par l'économie et ça passe par l'entreprise. Donc si vous continuez de massacrer l'économie, ça ne marchera pas. Et le maillon fort d'une économie, c'est une entreprise. C'est la plus belle communauté humaine qui ait existé. On donne de l'emploi, de la formation, de la dignité, de l'épanouissement, de la formation, de l'intégration. C'est magique, une entreprise. Donc, si vous voulez, il faut que les Français, je pense qu'ils l'ont compris, mais surtout que les politiques que l'on voit, et je ne voudrais pas être énervé, mais c'est désespérant, quoi. C'est complètement désespérant. Donc, c'est là où il faut qu'on se mette ensemble, Institut des solutions, trop c'est trop, etc. On chasse en meute. Et on est un front commun, on est une alliance pour faire front à tous les mois qui vont arriver. Ça va être une horreur. Et il faut qu'à chacune des conneries qu'on va entendre, on ait 10 gars sur les plateaux d'ici pour monter, pour dire, non, attends les gars, même pas en rêve, quoi. Mais argumenter, bien sûr. Pardon, j'ai été un peu long. C'était surtout très intéressant et je note que vous avez dit 5 fois « gagner plus ». Je pense que c'est le meilleur slogan de campagne qu'on puisse entendre, gagner plus, gagner plus, gagner plus. Mais vous avez aussi terminé votre intervention par les aberrations, notamment les surcouches administratives. Et donc, on vient vers monsieur Arnaud Vessier avec le mouvement Trop c'est trop. Vous dénoncez l'asphyxie administrative et fiscale. Je pense qu'on en est tous là. Mais très concrètement, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui l'élan des entrepreneurs et comment on simplifie radicalement le terrain pour libérer notre avenir à tous? Alors, je partage évidemment ce qu'a dit Pierre, avec juste un petit bémol, c'est de dire que fondamentalement, un chef d'entreprise est optimiste. Si on n'est pas optimiste, on n'est pas chef d'entreprise et on ne risque pas de réussir. Donc, soyons optimistes, et c'est un peu l'objectif de Trop c'est trop. C'est un collectif qui a été créé par 4 ou 5 chefs d'entreprise, Marie-Christine Coine-Roquette, moi-même, Éric Momy, et d'autres. Et nous avons maintenant réuni plus de 3000 chefs d'entreprise. Et l'idée, c'est de participer au débat, comme le fait Pierre. Et Pierre, d'ailleurs, nous avons la chance que Pierre nous ait rejoint tout récemment. Et je l'en remercie. Mais de participer au débat de façon extrêmement dynamique. C'est-à-dire, on vient de publier il y a 15 jours la première étude sur la taxe Zuckman. La taxe Zuckman a dominé le débat au moment du PLF. Et on a entendu des âneries, prétendent récupérer 20 à 25 milliards de recettes. Notre méthode, c'est de dire, bah, écoutez, on va demander à des économistes reconnus d'étudier la taxe Zuckman, d'en voir la méthode et d'en voir les résultats. Les résultats qu'on publie, c'est que, en fait, c'est 5 milliards seulement de recettes, c'est moins 1,%, moins 1% de PIB. Et c'est une perte fiscale de 11,5 milliards par an si on applique la taxe Zuckman. Et c'est ça qu'on veut faire. On veut être le cheval léger du débat. On veut intervenir sur le PLF, parce que le PLF et le PLFSS de l'automne vont être critiques. On a déjà perdu sur les retraites aux dernières lois sociales.
Il faut être extrêmement présent sur ces deux éléments et évidemment participer au débat présidentiel parce qu'on entend, comme le dit Pierre, des âneries. Et il faut... Or, nous sommes chefs d'entreprise, je dirais, les gens qui sont peut-être le meilleur point de repère. Aujourd'hui, on sait que les politiques et les médias sont très critiqués. Les chefs d'entreprise sont assez écoutés, en fait. Donc, il faut convaincre les chefs d'entreprise d'intervenir dans le débat continuellement, qu'il y ait le maximum de voix, qu'on soit préventif et réactif. Préventif, c'est-à-dire arriver avec des papiers à l'avance, un peu comme le fait Pierre avec son Institut des solutions, où nous proposons des solutions, et Dieu sait qu'il y en a. Évidemment, la déréglementation, un seul exemple que pour moi est peut-être le plus parlant. Bruxelles impose d'avoir un appel d'offres pour un achat public à 250 000 €. La France l'a mis à 50. Qu'on m'explique pourquoi ça doit être à 50 000 € en France quand c'est à 250 000 € au niveau européen. Donc ça veut dire que tout le monde perd de l'argent, perd du temps pour un gain absolument nul. Mais ce n'est qu'un exemple parmi une multitude. Donc essayez de convaincre, de proposer des solutions en termes de réduction de dépenses, certaines ou un grand nombre a été évoqué par Pierre, et en termes de liberté. Je pense qu'il faut reprendre ce mot de liberté sur le plan économique. Nous croyons énormément à la décentralisation, à ramener la décision près des individus, à faire en sorte que nous ayons un État qui soit infiniment plus petit qu'il ne l'est, qu'il passe au secteur privé tout ce qui n'est pas du domaine de l'État. La France est devenue cette espèce d'État qui est à la fois régulateur, mais aussi producteur. Par exemple, sur le Covid, sur la canicule, dernière réunion avec les ARS, c'était fascinant. Les entreprises de santé privées n'étaient pas interrogées. C'est encore une fois une réponse, comme au moment du Covid, exclusivement publique. Donc faire intervenir le privé, faire travailler le privé et le public ensemble. Et pour nous, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, soit présent dans le débat, fasse passer son opinion, sa voix, et suscite des vocations, afin que la voix des entrepreneurs, des entreprises, la voix raisonnable, soit présente dans le débat, et avec comme objectif, et je crois que c'est ça l'optimisme, dire aux Français, si vous défendez les entreprises, vous allez retrouver la prospérité économique. Merci. Alors, on continue. On va accueillir la réussite, la joie, encore de beaux succès, parce que vous avez remarqué qu'il y avait quand même à cœur de toujours innover, toujours s'ouvrir, toujours proposer. Et donc, on accueille Monsieur Philippe Dornano, qui va nous dire un peu comment on peut encore renforcer notre beau pays pour qu'on soit toujours plus fort. Oui, d'accord. Oui, nous ce que je partage d'abord tout ce qui a été dit et par Pierre et par Arnaud. Je pense qu'on peut être, on peut rester optimiste en France, mais pour ce faire, il faut pouvoir faire le pari de l'activité. Et le pari de l'activité, ça veut dire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, en France, en 1980, vous savez que nous, on défend les entreprises de taille intermédiaire et à travers ça un peu toute l'économie française. On avait autant d'entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire des entreprises de 50 millions à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de 250 à 5000 salariés. On avait autant d'entreprises intermédiaires que les Allemands de l'Ouest. Et aujourd'hui, les Allemands de l'Ouest, ils ont 20 000 ETI. Et nous, on en a 7 200, on en avait 2 500 au début des années 2000. C'est-à-dire qu'on a perdu en 20 ans une grande partie de nos entreprises de taille intermédiaire parce qu'on a pris des mauvaises décisions. On a bloqué les transmissions d'entreprises, ça a été un de nos grands combats de les faire débloquer. Et aujourd'hui, on voit qu'on réattaque les dispositifs qui permettent ce qu'on appelle les packs du trade, qui permettent les transmissions d'entreprises. On a créé en France un peu l'inverse de ce que fait Trump, qui met des droits de douane sur les produits importés, fait du tort à son économie, mais nous, on a fait le contraire. C'est-à-dire qu'on a mis en France des droits de douane à l'envers. En fait, on taxe la production et le travail en France.
Et assez lourdement, c'est 130 milliards d'écart par rapport à l'environnement européen. Et en réalité, les difficultés qu'on rencontre, elles sont liées à ce poids. Si vous leviez ces difficultés, c'est-à-dire si vous réalignez la France, les entreprises qui travaillent et qui produisent en France, françaises ou étrangères, mais qui produisent sur notre territoire, sur l'environnement européen, vous auriez, et c'est pour ça qu'on a des motifs d'optimisme, une vraie possibilité de voir notre économie se développer parce qu'on a un pays talentueux, très bien placé en Europe, avec un track record important d'invention, avec des ingénieurs, avec un système éducatif qui peut se discuter, mais qui reste d'un certain niveau. On a vraiment les possibilités, et on l'a vu d'ailleurs, parce que quand on a ne serait-ce qu'un peu débloqué les transmissions d'entreprises, et ne serait-ce qu'un peu, à la fin de la période Hollande et au début de la période Macron, réaligner l'environnement français sur l'environnement européen, on a fait 20% de l'écart. On a vu immédiatement, ce que d'ailleurs nous promettait Pierre quand il a été président du MEDEF, c'est qu'on a vu 1 million d'emplois se créer. 2, me dit Pierre. On a vu en tout cas une reprise de l'activité, on a vu une reprise de l'investissement, on a vu une augmentation des plans de transmission d'entreprise. On a vu immédiatement une réaction. Et ce qu'on peut reprocher, c'est qu'alors qu'on a vu que ça repartait, on a en fait arrêté les choses, on a même recommencé à les dégrader. Quels sont les écarts ? Oui, en fait, la question, c'était combien vous êtes aujourd'hui d'ETI aussi, et qu'est-ce que vous représentez pour l'économie française, et qu'est-ce que vous voulez pour demain pour inverser cette tendance ? En réalité, l'écart pour inverser la tendance, il est très simple. La première chose, c'est de réaligner sur l'environnement européen. Il y a deux coûts qui sont très différents en France du reste de l'Europe. Le premier, c'est les impôts de production. Ils sont à peu près de 40, à proportion, ils sont de 40 milliards de plus que l'environnement européen. Et donc, ça veut dire qu'une entreprise française ou étrangère qui produit en France, elle va payer, en plus de son impôt sur les bénéfices, et qu'elle fasse ou non des chiffres d'affaires, 40 milliards de plus de les entreprises françaises de fiscalité. Ça, c'est un poids gigantesque. Le réaligner sur l'environnement européen déclencherait un développement de l'activité et à la fois des emplois, de la recette fiscale, des investissements, une maîtrise des savoir-faire. Et ça, c'est absolument indispensable. Le deuxième point, et on s'est beaucoup battu sur le budget l'année dernière, c'est la protection des dispositifs de transmission d'entreprise, parce qu'une entreprise sur 2 va se transmettre dans les 7 prochaines années. Donc de notre capacité collective à ce que ça se passe bien, à ce qu'un nombre important de ces entreprises restent à actionnariat français, à ce que celles de ces entreprises qui peuvent se transmettre dans des bonnes conditions le fassent, et qu'elles ne soient pas bloquées par une fiscalité, va se jouer probablement, tu me posais la question, le nombre d'ETI de demain, c'est-à-dire est-ce qu'on sera capable de revenir à 15 000 ETI, ce qui serait à proportion, et quelle serait d'ailleurs la France de ces 15 000 ETI, ce ne serait pas la même France. Le troisième point, c'est le coût du travail qualifié. On a parlé des emplois. On devrait en France avoir une ambition d'une économie des bons salaires. Notre type de pays, notre type de structure économique devrait avoir l'ambition d'une économie des bons salaires. Ça veut dire une économie de l'activité, ça veut dire une économie de l'industrie. Et pour ça, il faut que le travail qualifié soit raisonnablement compétitif. Et ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui en France. Le travail qualifié n'est pas compétitif. Les charges sociales patronales sur un cadre, c'est 1,45 contre 1,21 en moyenne européenne. Donc on est pénalisé dès qu'on veut être créatif, investisseur, recruter des gens qualifiés. Et donc on freine le recrutement de ces gens qualifiés. Puis le point qui a été aussi abordé à la fois par Pierre Arnaud et qui est absolument catastrophique, c'est à ce coût qu'on a en France, se rajoute en Europe, alors qu'on laisse entrer plusieurs milliards de petits colis chinois chaque année sans contrôle, le coût d'une surréglementation européenne, qui, il faut bien le dire, devient complètement incontrôlé. Le surcoût pour les ETI aujourd'hui de la surréglementation, c'est 28 milliards. Mais ce qui est en train d'arriver, qui a des termes barbares, CSRD, CS3D, impôt mondial pilier 2, transparence salariale, et toute une série de fiscalités sectorielles que chacun d'entre vous, si vous êtes chef d'entreprise, connaissez pour votre secteur. Moi, j'ai calculé, je construis une nouvelle usine, que ces surréglementations, pas celles qui existent, mais celles qui arrivent, représentent à peu près la moitié, sur 5 ans, la moitié du coût de ma nouvelle usine. Donc ça veut dire que ça la met en péril, et ça veut dire qu'on est fou. On va mourir en Europe vertueux, c'est-à-dire qu'on aura certes mis en place des réglementations, mais on ne produira plus en Europe et on importera des produits qui ne respectent pas ces réglementations. Je pense qu'il y a un moment où il faut dire stop, où il faut dire pause,
où il faut dire moratoire sur ces réglementations, et un certain nombre de pays européens sont déjà en train de le faire. Transparence salariale, la Suède, pourtant un pays très progressiste, a annoncé qu'elle ne le transposerait pas, et qu'il faut les réévaluer. C'est-à-dire qu'on se donne un temps pour se dire est-ce que le dispositif n'est pas disproportionné, quel est son véritable coût. Certes, les intentions sont bonnes, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine dans cette période-là? Est-ce que ça ne va pas mettre en péril des emplois, de l'activité? Et ça, c'est un exercice qui est absolument indispensable. Merci. Donc là, le cri du cœur des plus belles entreprises françaises. Donc encore un message donc là, à nos hommes politiques, ce qui me permet quand même de féliciter quand même ce tissu industriel qui est tenu, on l'a vu aujourd'hui, par de grands entrepreneurs. On a eu M. Gattaz et M. Arnaud qui font à eux seuls, je pense, peut-être 10 000 emplois, un peu moins, 5 000 ? Facile, 10 000 emplois. Voilà, vous avez 10 000 emplois quand même dans la main. On enchaîne ? Oui, on enchaîne. Je suis derrière. Et merci vraiment à tous les entrepreneurs qui sont présents. Je pense qu'on peut collectivement tous vous applaudir et nous avons le plaisir de recevoir Jacques Becbédé et Mathilde Huclensan. Reste. Allez-y, installez-vous. On va parler, vous êtes des chefs d'entreprise dans des domaines différents. Comment on peut relancer la croissance, l'activité et l'emploi selon vous? Vaste sujet. Bon, d'abord, je me présente. Moi, je suis donc entrepreneur depuis près de 30 ans et j'ai créé des entreprises dans différents domaines, dans l'Internet, la banque, l'énergie, l'agriculture. Elles n'ont pas toutes marché. Et là, je suis à la tête d'une entreprise que j'ai créée il y a 20 ans qui s'appelle Audacia, qui fait du private equity. Donc, je suis entrepreneur au carré. J'accompagne des entrepreneurs, soit des entreprises familiales, comme celle dont on vient de parler, basées en France, et notamment dans le secteur de la défense, soit des nouvelles entreprises, des startups technologiques, et en choisissant des verticales très spécialisées comme les technologies quantiques, le spatial, le nouveau nucléaire, donc quelque part des révolutions technologiques. Et donc pour répondre à ta question, Michael, oui, on peut créer de la croissance parce que justement, quand il y a une mutation technologique majeure comme l'émergence des technologies quantiques ou ce new space ou ces nouvelles solutions dont nos armées ont besoin, il y a besoin des entrepreneurs vont inventer de nouvelles solutions technologiques en collaborant avec nos meilleurs labos de recherche publique et vont faire passer certaines découvertes scientifiques dans le domaine commercial et industriel. Et donc, on crée de la croissance, oui, littéralement. Voilà. Donc, mais peut-être on partage la parole. Et du coup, chère Mathilde, est-ce qu'on manque de capital ou est-ce qu'on manque d'autres choses pour créer la croissance? Exactement. Donc moi, si je me présente juste rapidement, moi je dirige une entreprise qui s'appelle WeSeed, qui est une plateforme de financement participatif. Donc on ne fait pas le même métier, mais on le fait quand même. On est quand même très très proches. Donc en fait, moi je draine l'épargne des Français vers le capital, et je dirais qu'aujourd'hui, si on veut créer de la croissance, il faut qu'on se crée des entreprises qui soient de plus en plus fortes, et pour ça, c'est pas par la dette, en partie évidemment avec des effets leviers, mais essentiellement avec du capital. Et donc aujourd'hui, il est important qu'on flèche l'épargne des Français vers le capital et que surtout on mette cette culture du risque, parce qu'aujourd'hui il n'y en a pas, et cette culture du risque, elle ne viendra que quand on n'assimile pas le risque avec le danger, comme le disait très bien tout à l'heure François-Xavier Bellamy, et que cette culture du risque, elle va aussi dans l'investissement quotidien, et que l'on flèche l'épargne des Français en leur expliquant que oui, on prend du risque, mais c'est aussi comme ça qu'on va créer la souveraineté, qu'on va reprendre la main sur nos industries, qu'on va reprendre la main sur nos entreprises via le capital. Voilà. Oui, bien sûr, il faut du carburant. Il faut du carburant. J'ai donc parlé de ces entrepreneurs qui se lancent, soit que ce sont déjà des dirigeants ou des patrons de PME qui existent déjà depuis longtemps, mais qui veulent croître et qui ont des projets ambitieux, ou soit ce sont de nouvelles entreprises. Évidemment, il faut saisir des opportunités de marché, aller vite, se développer, et ceci nécessite du carburant. Parfois, il y a de l'autofinancement, mais souvent, ce n'est pas suffisant. Et surtout quand, bien sûr, on parle d'entreprises nouvelles, de start-up technologiques, elles ne sont pas rentables, elles ne sont pas profitables pendant 5-10 ans. Et donc, il y a besoin de capitaux.
Et alors, il y en a. On a fait des progrès quand même depuis 20 à 30 ans, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut effectivement travailler tous les circuits possibles pour drainer l'épargne et donc des Français investisseurs individuels, des particuliers. Oui. Et aussi des professionnels. Nous, on gère des fonds et qui font appel à ces investisseurs, souvent plutôt des family office, et puis aussi des investisseurs institutionnels, les grands gestionnaires de capitaux, les caisses de retraite, les compagnies d'assurance, les mutuelles, qui, en fait, il ne faut pas l'oublier, elles gèrent en fait l'épargne des individus. Et donc, donc, il faut les convaincre de la pertinence de nos projets pour qu'on puisse investir. Et c'est là que parfois, c'est vrai, malheureusement en France, et dans toute une partie de l'Europe, on est trop conservateur. Il n'y a que 10% de cette épargne qui est très importante. Hein. On a ce chiffre qui revient souvent, 35 000 milliards d'euros au niveau européen. Il n'y a que 10% de ceci qui est investi vers le risque, vers les actions. Alors qu'aux États-Unis, c'est 45%. Mais il y a un exemple intéressant, c'est la Suède. Parce qu'en Suède, c'est 40%. Donc ils l'ont fait, c'est possible. Alors, ils ont réformé leur système de retraite, ils ont instillé un peu de capitalisation, et puis ils ont mis en place des espèces de PEA extrêmement incitatifs qu'on appelle les ISK. Et ça marche très bien, ce qui fait que la Suède a le plus haut taux de licorne par habitant et que la bourse de Stockholm fonctionne extrêmement bien et finance la prise de risque, finance l'investissement, l'innovation. Mathilde, sur ce point, le circuit de financement peut-être pour compléter. Non, bah c'est exactement ça. En fait, on se complète. Hein. Les LP, les family office, les particuliers, reprendre le pouvoir, être maître de son argent. Aujourd'hui, l'acte d'investissement, quand je parle des particuliers, est un acte de consommation comme un autre. En fait, aujourd'hui, il faut flécher cette épargne pour consolider, renforcer et développer toutes ces entreprises qui aujourd'hui ont du mal à se financer, surtout dans la période actuelle. Voilà. Et avec Benjamin Combe, il y a quelque chose des actifs anonymes. Non, mais Benjamin me disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait proposer ? Je sais pas, mais je trouve justement ces ISK, c'est super intéressant. C'est une espèce de PEA boosté. Donc, parce que là, actuellement, le PEA, ça reste quand même, la fiscalité, elle est très importante, hein, malgré tout. Et puis, donc, on a une fiscalité confiscatoire sur l'épargne, alors qu'elle prend des risques très importants. Donc, il faut que ce soit beaucoup plus faible. Et d'ailleurs, quand on le fait, quand on baisse les impôts de façon importante sur les plus-values, on voit que les recettes augmentent. Donc, c'est ça. Donc, en plus, on trouve un moyen de financer les dépenses de l'État. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc là, il y a une réflexion, bien sûr, à avoir. Alors, ça va à l'encontre, évidemment, de l'esprit du moment avec ces projets stupides type Zuckman. Mais je pense que c'est le moment, là, puisqu'on a un grand débat qui arrive, de parler de ces sujets et de montrer à quel point, en plus, c'est rentable. Parce que, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais quand même, vous savez, le CAC 40, cet indice, il a été créé le 1er janvier 1988. On dit, alors il est à 8 000, mais en fait, il n'est pas à 8 000, il est à 28 000 si on prend en compte les dividendes. Donc il était à 1 000, il est à 28 000, fois 28 en 38 ans. Bon, bah, ça fait plus de 9% par an de rentabilité. Donc, si vous placez votre épargne, si tous les mois vous épargnez une petite somme et que, eh bien, au bout de 38 ans, elle a été multipliée par 28. L'ensemble de vos placements a été multiplié par 28. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, actuellement, c'est une perte énorme. On se prive de la force du temps pour créer des richesses. Et pendant ce temps, évidemment, les entrepreneurs ont moins de capitaux pour développer leurs projets. Question pouvoir d'achat, Mathilde, quelque chose qui est porté notamment par Benjamin. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour le pouvoir d'achat, rapprocher le brut du net ? Oui, tout à fait. Mais après, je crois que c'est un peu le constat que tout le monde fait ici dans la salle. Et ce sont tous les témoignages que l'on a pu entendre. En effet, on est en absurdité totale. Voilà, différence. On n'a pas tellement un sujet de rémunération aujourd'hui de nos salariés. Oui, il faut de la transparence. Oui, ok, d'accord. Encore des lois, encore des normes, encore des choses sur lesquelles on doit se plier en tant qu'employeur, mais
malgré tout, on vit en absurdie. Remettons du bon sens dans tout ça et expliquons qu'on ne pourra pas donner plus de pouvoir d'achat si on continue à avoir cette fiscalité qui est confiscatoire et qui ne sert strictement à rien. Je ne vais pas redonner les mêmes exemples que tout le monde, mais on voit bien qu'en tout cas, tout ça n'est pas efficient. Et donc forcément, la différence entre ce brut et ce net aujourd'hui, les gens ne le comprennent pas. Ça crée un énorme malentendu avec nos salariés qui ne comprennent pas pourquoi on leur donne pas plus tous les mois ou tous les ans, pourquoi. Et alors qu'en fait, on est nous-mêmes complètement otages finalement de ça, parce que quand vous augmentez un salarié qui pourtant pourrait être méritant, même de 100 € par mois, ben en fait, à vous, ça vous coûte 250 €. Et qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, est capable de créer 250 € de plus par mois, fois le nombre de salariés que l'on a. Donc, on est dans un grand malentendu où on croit que l'argent est gratuit. Et en fait, on est en train, nous, d'expliquer que non, malheureusement, pour 1 € dépensé, on en dépense 2,5. Voilà. Et nous, dans ces startups technologiques, ce qu'on fait, c'est qu'on a, on a des salaires normaux, mais ils sont pas suffisamment attractifs pour attirer les meilleurs talents. Donc, on met en place un partage du capital, donc avec des différents mécanismes type BSPCE. Donc on a dû inventer parce que la fiscalité était confiscatoire. Mais malheureusement, ces outils sont très contraints. Quand une entreprise a plus de 15 ans, elle n'a pas le droit de les utiliser. À ce moment-là, c'est les stock options. Stock options, c'est 70% de fiscalité. Donc plus personne n'utilise ça. Hein. Puis sinon, il y a les actions gratuites, mais là aussi, c'est très fiscalisé et très coûteux pour l'entreprise en charge patronale. Donc c'est dommage. Mais bon, pour les jeunes entreprises, on a quand même ces fameux BSPCE qui avaient été inventés par Dominique Strauss-Kahn. Il disait c'était un peu l'équivalent de ce qui permettait. Il avait inventé ça pour justement au moment de cette première révolution de la tech dans les années 98-99. Allez, merci à lui quand même. Comme quoi. Merci beaucoup. Merci. À vous deux. Merci. Maintenant, je crois que nous allons passer, cher Joël, à un autre moment, un regard des entrepreneurs depuis l'étranger, avec M. Martin Tronqui, partenaire avec l'Institut des Français de l'étranger, et l'entrepreneur Sébastien Lay, que je te laisse présenter. Merci. Bonsoir messieurs. Alors on va aborder la partie étranger, on va sortir un petit peu de France, voir ce qui se fait ailleurs. Et ailleurs, il y a des solutions. Et on va commencer par vous, Sébastien Lay. Vous êtes donc un économiste franco-américain. Et donc, vous venez de vous réinstaller en Floride. Et vous nous avez dit qu'en Floride, c'est un véritable laboratoire libéral. Alors, on est très curieux. Racontez-nous les secrets, les formules qui sont appliquées et qui, justement, font repartir la croissance de l'autre côté de l'Atlantique. Vous m'entendez bien? Oui, merci. Oui, très bien. D'abord, merci pour cette invitation. Alors, en fait, quand vous entendez parler des États-Unis, si vous essayez de obtenir un agrégat économique, on va vous dire cette année, la croissance aux États-Unis, ça va être 2,3%, l'an dernier 2%. En réalité, ce sont des moyennes. Et ça, je vais utiliser l'analogie européenne. En Europe, l'Union européenne, croissance d'environ 1% cette année. Mais la France, 0,5, 0,6, et un pays comme l'Espagne, c'est pratiquement 2%. Qu'est-ce qui se passe en fait aux États-Unis quand vous entendez 2,3%? Vous avez des États comme l'État de New York qui ont une croissance un petit peu meilleure que l'Europe. Vous avez des États ruraux qui ont à peine de croissance. Mais en Floride, au cours des 5 dernières années, la croissance moyenne a été de 3,6%. Wow. Vous avez d'autres États comme le Texas qui ont eu des années à 4 ou 5%. Ça veut dire que vous vivez dans un pays où vous vous dites « Tiens, ça ressemble un peu à l'Europe », mais pas du tout. Vous êtes en Chine. Vous êtes en Chine ou en Inde, en fait, en termes de taux de croissance. Et c'est ça le miracle. Et c'est un miracle qui repose sur un triptyque qui a été mis en place il y a déjà une dizaine d'années. Un, c'est une fiscalité très douce, ça va plaire à tous les libéraux. Donc, c'est pas qu'on ne paye pas d'impôts en Floride, c'est juste qu'aux États-Unis, quand vous payez votre impôt sur le revenu, il y a une part fédérale qui vient de Washington, et puis vous avez à peu près, quand vous êtes à New York, un quart qui est local, en fait, qui est au niveau de l'État national. Et donc, la Floride a décidé, il y a déjà plusieurs années, de ne pas avoir d'imposition sur le revenu local. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est une foi en la technologie. Donc c'est vraiment l'état de l'accélération technologique. Vous allez à Miami aujourd'hui, vous allez avoir un métro automatique extérieur et gratuit. Vous allez être livré par des robots. Et il y a de la dérégulation technologique. Par exemple, les premiers tests sur les taxis volants, sur les fusées, c'est en Floride. Alors que souvent c'est conçu ailleurs, à Boston ou à San Francisco, mais c'est mis en application, je dirais, en Floride. Et le troisième point, c'est la sécurité. Ce n'est pas un État foncièrement à droite en réalité, mais par contre, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a une tolérance zéro au niveau de l'insécurité. C'est ça, ce triptyque.
4%, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce chiffre. Martin Tranquivou, vous avez fondé l'Institut des Français de l'étranger. Vous êtes aussi entrepreneur, je ne me trompe pas. Hein, oui, parfait. Alors, vous prenez la valeur du benchmark donc pour faire basculer nos politiques en France. Et vous avez des exemples très concrets à nous exposer. Merci Joël. Oui. Dans cette salle, je pense aussi nombreux qu'on est, on est des traumatisés. Traumatisés parce qu'on nous a dit à l'école, ne copiez pas sur votre voisin. Et du coup, on a, au niveau de notre société, décidé de ne pas copier nos voisins. Donc, on met, quand on a un problème, quelques hauts fonctionnaires dans une salle en leur disant, on a un problème, pond une règle, pond un impôt. Ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'en fait, copier, à part à l'école, c'est vertueux. Et le benchmark, c'est ça. C'est une vraie solution libérale. On n'est pas dans le registre de l'émotion, de la construction intellectuelle, on est dans le registre de la démonstration. Donc il faut, de mon point de vue, et ce qu'on essaie de faire avec l'Institut des Français de l'étranger, sur les politiques publiques qu'on analyse, dire quels sont les pays qui performent sur l'éducation, sur la sécurité, sur quoi que ce soit. On regarde de manière objective ces chiffres et on regarde quelles politiques ils ont mis en place pour avoir ces résultats. Et on les copie. L'idée, c'est du plagiat que je vois comme une vertu et non pas comme une honte. Donc c'est ce que j'ai fait, ou ce que j'ai vu dans le pays dans lequel j'ai vécu pendant 11 ans jusqu'à la semaine dernière. J'étais aux Émirats Arabes Unis. Il y a 50 ans, les Émirats Arabes Unis, c'était un pays pauvre qui était en grande difficulté. Quand la perle a été cultivée au Japon, le prix de la perle a baissé, les Émiriens avaient du mal à se nourrir. 50 ans plus tard, c'est un paradis économique, alors certains pourront le critiquer pour plein d'autres aspects. Et les Émirats, c'est basé sur le benchmark. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Singapour, ils ont fait un copier-coller de Singapour dans le désert, fiscalité basse, niveau de sécurité très élevé, etc. Et ça a donné les résultats qu'on voit. Ils n'ont aucune honte à dire que sont des copieurs, et ça a été au bénéfice de leur peuple. Donc moi, ce que je suggère via l'IFE, c'est d'analyser ces politiques publiques et de les copier. Donc, vous me demandiez 2 exemples, je vais vous en sortir 2, parmi des multiples exemples qui pourraient nous inspirer. En Estonie, par exemple, il y a une politique de l'administration qui s'appelle Once Only. L'administration ne vous demandera jamais 2 fois le même document, la même information. C'est leur problème de partager entre les administrations les informations. Le résultat, c'est que 99% des procédures administratives sont totalement digitalisées. Il n'y en a que 2 qui ne sont pas digitalisées, le mariage et, vous l'aurez certainement deviné, le divorce. Tout le reste est digitalisé. Le coût de gestion administrative en Estonie est de 2% du PIB inférieur à ce qu'il est en France. 2%, c'est de la croissance économique, de la prospérité, de l'argent qu'on peut garder dans notre poche, mais extrêmement simple en mettant ce genre de règles. Le deuxième exemple que je peux vous donner de benchmark qui est parlant, c'est la Suède, qui n'est pas un paradis ultralibéral, qui est plutôt un pays avec une vraie politique sociale, qui a mis en place des chèques éducation. Chèque éducation, chaque élève suédois a un droit de tirage sur le budget de l'État pour payer son éducation dans le privé, dans le public, enseignement à domicile, ce qu'il souhaite. Chacun dispose comme il le veut. Alors qu'en France, on a la carte scolaire, le quota de 20% pour le privé sous contrat et un nombre incalculable de contraintes. On pourrait simplement s'inspirer de ces 2 politiques et déjà améliorer ce qu'on fait en France. Voilà pourquoi le benchmark est utile. Copions. Je reviens rapidement vers vous, Sébastien. Vous avez évoqué le fait que sur le terrain américain, la politique a très peu d'influence ou d'impact finalement sur l'élan entrepreneurial. Donc est-ce que c'est le secret de leur fluidité? Et comment nous, entrepreneurs français, on peut s'en inspirer justement pour avancer malgré les lourdeurs politiques, administratives qui sont ici en France? Je crois qu'au-delà de l'aspect pratique, c'est aussi un petit peu le nœud gordien pour la communauté des libéraux en France, où la difficulté, c'est qu'en réalité, les sociétés les plus prospères, on avait cité l'exemple aussi de Singapour ou des Émirats Arabes Unis ou même des pays nordiques, sont des sociétés où le politique, de manière générale, a un rôle beaucoup moins important. Donc effectivement, à chaque fois que je reviens en France, là depuis quelques jours je suis en France, c'est toujours
Trump, on me parle de la politique, y compris aux États-Unis. J'ai l'impression de parler plus de politique américaine en France qu'aux États-Unis même. Sur le terrain, je ne dirais pas que les gens s'en désintéressent, mais leur quotidien n'est pas régi par le politique. Alors en plus, là, cette fois-ci en Floride, effectivement, on est un peu loin des centres névralgiques qui sont encore proches de l'Europe, hein, comme Washington ou New York. Il n'y a pas la même classe politique, il n'y a pas la même classe académique. Mais la leçon, c'est finalement, oui, pour que les entrepreneurs soient prospères, il faut un peu, désolé l'expression, des politiques qui les laissent tranquilles. Et donc, c'est aussi la difficulté pour, je dirais, faire progresser la liberté en France, et même pour ce qu'on appellerait la communauté libérale, c'est que finalement, du côté des politiques, on n'a pas extrêmement d'attente, si ce n'est qu'ils laissent les entrepreneurs un peu tranquilles. C'est toujours la même rengaine depuis l'époque de Pompidou. C'est un peu foutez-nous la paix. Et au niveau des politiques qui se prétendent libéraux, en fait, très concrètement, la difficulté, c'est qu'il faut qu'ils acceptent un petit peu de se faire harakiri ou de se suicider à long terme, puisqu'il faut qu'ils acceptent ou la prochaine génération de politiques, finalement, ait moins de pouvoir. Et c'est probablement le plus difficile. Et le message que je délivrerai aux entrepreneurs, c'est que, attention, la partie va être difficile parce que c'est une question de lutte de pouvoir. Et en fait, quand on est au quotidien aux États-Unis, bah oui, la réalité, c'est que des entrepreneurs, des Musk, etc., certaines peut-être stars ont autant d'influence que des politiques. Et ce n'est pas le cas dans la société française. Donc, alors, aujourd'hui, très clairement, nos politiques sont aussi en situation d'échec. Ce qu'on peut envisager en France, c'est que malheureusement, au pied du mur et face à l'échec, à un moment donné, les Français comprennent que c'est à eux de remettre le politique à leur juste place. Merci. Et on termine avec vous, Martin, sur le pragmatisme que vous avez justement nommé par rapport aux Émirats arabes unis et Singapour. Comment on fait justement pour imposer cette culture du pragmatisme ici, en France, dans le débat économique? Alors, j'ai une conviction personnelle forte, c'est qu'on ne ment pas à qui on est et d'où on vient. Donc, quand on a 40% des députés qui sont issus de la fonction publique, on ne peut pas s'étonner qu'ils génèrent de l'impôt et de la norme. Donc, je pense qu'il y a besoin d'émerger des personnalités politiques venant d'horizons différents. Je dirais qu'il y a deux types d'expériences qui sont valables en politique et qui sont sous-représentées. Un, c'est les entrepreneurs ou les gens qui ont travaillé dans le privé, qui ont payé des salaires à la fin du mois, qui savent ce que c'est, ces contraintes, ces normes, et qui donc ont une compréhension profonde, vécue de ça. Je ne dis pas qu'ils sont supérieurs aux fonctionnaires, je dis simplement qu'ils sont nécessaires en complément d'autres expériences. Et la deuxième chose, je ne vais pas vous surprendre là-dessus, mais je pense que le fait d'avoir vécu à l'étranger, d'être ouvert sur le monde, est une façon de pouvoir comparer pour apporter les meilleures pratiques de l'international en France. Et ce qu'on essaie de faire avec l'Institut des Français de l'étranger, c'est de valoriser les 3 millions de Français qui résident à l'étranger pour avoir leur retour d'expérience sur ce qui marche dans leur pays de résidence et pour les pousser à s'engager dans la vie de la société. Merci. Merci, messieurs. Merci à vous deux de nous avoir partagé votre vision de l'étranger et les solutions qui pourront aider notre chère économie. Merci à tous les trois. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui a été normalien, conseiller au numérique d'un président de la République, entrepreneur dans la Silicon Valley et qui travaille beaucoup sur les sujets d'éducation, monsieur Nicolas Prinsen. Bonjour à tous. Déjà, j'aimerais demander combien parmi vous, levez la main, ont déjà créé une entreprise? Ah, ça fait plaisir. On va bien s'entendre. Moi, j'ai créé ma dernière après avoir perdu mon job. Il faut dire que j'étais conseiller d'un président, en effet. Il s'est passé un truc en mai 2012. Et donc, j'ai eu l'impression que 51% des Français, dont vous faites peut-être partie, m'ont donné un grand coup de pied au derrière. Mais parfois, dans la vie, c'est bien de faire le vide. C'est bien de repartir à zéro. Et l'entrepreneur, souvent, c'est celui qui part d'une feuille blanche, qui part de zéro, ça peut être n'importe qui, et qui décide de lancer quelque chose. 8 années difficiles après, de travail en équipe, on a construit un succès qu'on a revendu. Et la plus grande satisfaction qu'on a quand une entreprise a réussi, c'est le sentiment validé par les faits qu'on a fait quelque chose d'utile. Et c'est ça que j'aimerais rappeler aujourd'hui. Une entreprise, un entrepreneur, c'est une organisation qui fait des choses utiles pour les autres. Monter une boîte, c'est se rendre utile à son prochain. Rien de plus, mais rien de moins. Alors, l'État français, on l'a compris, maintenant ça y est, c'est clair, au moins entre nous, et on va diffuser l'information, on sait ce qu'on doit en faire. On sait qu'on doit arrêter les gabegies, on sait qu'on doit recentrer sur le régalien, on sait qu'on doit réformer les retraites et la santé pour pouvoir de nouveau investir dans le futur, investir dans la formation, investir dans l'innovation pour retrouver de la croissance. On sait enfin que cet État nounou, on n'en veut plus, celui qui veut nous payer
les réfections de nos pantalons, mais qui ne sait pas défendre nos jeunes filles. Mais cet état-là, une fois qu'on l'aura réglé, une fois qu'on l'aura fixé, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est vraiment suffisant? Moi, je ne crois pas. Parce qu'une fois qu'on a rangé sa chambre, est-ce que ça veut dire qu'on va réussir le bac, qu'on va réussir le concours? Non, ranger sa chambre, c'est le minimum pour revenir à zéro, pour revenir au point d'équilibre auquel on aurait toujours dû être. Ça ne règle pas la question de notre compétitivité industrielle, technologique, éducative. Ça ne suffit pas à rattraper le retard que nous avons pris et surtout à conquérir un avenir qu'on veut tous radieux, grand et prospère. Alors moi je dis, pour être clair, il faut arrêter de tout attendre de l'État, ça vous le savez, mais même un État fixé ne peut pas être un idéal. L'idéal est ailleurs, parce que ce qui fixe les solutions et ce qui amène du bienfait dans nos sociétés, de fait, c'est l'entreprise. Parce qu'une entreprise, soit elle apporte une solution à un problème, cas numéro 1, soit elle rend la vie meilleure pour ses consommateurs. Choix numéro 2. Vous avez Total d'un côté, LVMH de l'autre, et en gros, tout se découpe sur ces deux angles. Donc la question est assez simple finalement. Comment créer plus d'entreprises? Comment créer plus d'entrepreneurs? Et de fait, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui se mesure. Parce qu'il existe d'autres économistes que ceux dont on entend parler, des économistes qui mesurent de fait la dynamique entrepreneuriale des pays. Et ces indicateurs, il y en a un qui s'appelle le Global Entrepreneurship Monitor, qui a été fait entre deux universités américaines et anglaises, mesure le pourcentage d'une population d'un pays qui, entre 18 et 64 ans, a créé une entreprise de moins de 3 ans et demi qui est prête à recruter, qui est prête à accélérer. La France, nous sommes à 9%. 9% d'entre nous sont des entrepreneurs prêts à recruter, prêts à accélérer. L'Angleterre, c'est 13%. Les États-Unis, c'est 19%. Alors cet indicateur, on n'en parle pas en France. Parce qu'on a des économistes, ce n'est pas Zuckman et Piketty qui auraient créé un indicateur comme ça. Mais c'est cet indicateur qu'il faut regarder si on veut juger de la santé et du futur de notre pays. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est assez simple. Si on est à 9%, il faut faire, 18%. Vous dites combien, vous? 20%, c'est exact. On est connectés, vous et moi. 20% d'entrepreneurs dans un pays, ça garantit un projet de pays absolument prospère qui peut remettre la France au niveau où on la veut tous. Alors pour augmenter le nombre d'entrepreneurs, moi j'ai 3 propositions. La première, c'est qu'on a lancé il y a longtemps, et ça a très bien marché, vous le savez, l'auto-entrepreneur. C'est un premier pas vers la création d'entreprises. L'auto-entrepreneur, je pense que tous les Français devraient être auto-entrepreneurs par défaut. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à faire tout un tas de démarches pour devenir auto-entrepreneur, à partir d'un certain âge, allez, je vais dire 16 ans pour être provoque, 14 ans encore plus, on doit pouvoir travailler, c'est-à-dire créer un produit, créer un service, se rendre disponible pour son prochain de manière rémunérée, extrêmement facilement. Et ça vaut pour le néo-entrepreneur qui veut se tester, comme pour le fonctionnaire qui ne veut pas se limiter à son temps de travail et qui veut en plus créer une petite activité qui peut lui apporter des bienfaits. La deuxième proposition, c'est celle dont parlait François-Xavier, c'est la guerre culturelle. Il faut apprendre, il faut enseigner l'entrepreneuriat. Et ça ne doit pas être réservé uniquement à des polytechniciens et des HEC. L'entrepreneuriat doit être dans toutes les universités, doit être enseigné au lycée, doit être enseigné au collège, une culture de faire les choses. Et la troisième chose, évidemment, c'est que l'opportunité historique qui est la nôtre, c'est évidemment l'intelligence artificielle, qui rabaisse complètement la barrière à l'entrepreneuriat, au fait de créer des services nouveaux et performants. Et donc il faut se former massivement au niveau du pays, mais tous individuellement, à cette technologie qui va faire de nous des entrepreneurs nouveaux et dynamiques. Voilà mon message pour vous, pour dire, soyons tous des entrepreneurs. Donc à ceux qui n'ont pas levé la main, tournez-vous vers votre voisin qui a levé la main et demandez-lui comment ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup, Nicolas. Peut-être un mot, puisque tu viens de publier un livre. Alors j'ai publié un livre qui s'appelle « Leçons de courage », dans lequel je parle du courage français qui a existé, qui est celui des Français libres, ceux qui ont dit non à l'armistice de 1940, qui se sont engagés auprès du général de Gaulle. Et c'est l'histoire de gens qui sont convaincus, qui suivent leurs convictions, qui sont jeunes
et qui sont prêts à risquer leur peau pour leur pays et qui vivent une grande aventure qui est celle de la France. Pour ceux qui ont vu le film De Gaulle ou qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à le lire, c'est le même sujet. Ah, elle me dit, j'ai vu les deux, ils sont fantastiques. On est d'accord ? Voilà. Il faut savoir, et ce film a cette valeur, et mon livre essaye de faire la même chose, que la France est une histoire héroïque. Simplement, on a oublié de le dire. Et ces histoires héroïques, elles existent dans la guerre passée, elles existent dans nos entreprises aujourd'hui, elles existent dans notre société, parce qu'on est fait comme ça, nous les Français. On a besoin de héros pour être inspirés, et on a besoin de se sentir comme participant d'un projet qui nous dépasse. Leçon de courage dans toutes les bonnes librairies. Et en plus, c'est très bien écrit. Vous savez, puisque, alors, déjà, je m'étonne, puisque dans toutes les conférences, à un certain moment, il y a des métaphores footballistiques qui viennent. Il n'y en a pas eu trop, donc pardonnez-moi, je vais en faire une. Qu'est-ce qu'un footballeur ? C'est quelqu'un qui est sur un terrain de football. Personne ne qualifierait un chercheur universitaire dans des études de sciences footballistiques d'être un footballeur. Donc quand j'ai entendu Nicolas Prinsen citer des gens qu'on présente comme les grands économistes, pardon, ce sont des chercheurs universitaires dans l'économie. Les vrais entrepreneurs sont... Les vrais économistes, pardon les lapsus, ce sont les entrepreneurs. Ce sont ceux qui font avancer l'économie, comme ça a été très bien détaillé par Nicolas. Et pour l'économie, il y a aussi un grain de folie, et on en parlait avec Benjamin un peu. Quelle est la définition d'un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui a une idée un petit peu folle, mais qui y croit et qui avance. Eh bien, nous allons passer à une séquence avec une vidéo et puis un entrepreneur qui va vous détailler son projet, que j'appelle sur scène Monsieur Mathieu Boesch, et je crois qu'on peut lancer la vidéo. Corps, le centre-ville de Futura. Construit autour d'un repère, une structure iconique qui définit l'horizon. Une tour. Pas seulement haute, mais symbolique. Une forme exponentielle s'élevant depuis la Terre. Une ligne continue s'étirant vers le haut, comme attirée vers l'infini. Ce n'est pas un bâtiment que l'on se contente de voir, c'est une direction. Un axe vertical reliant la terre et le ciel, le présent et le futur, ce qui existe et ce qui reste à imaginer. Autour d'elle, la ville se déploie, dense, vivante, connectée. Un lieu où les idées circulent aussi vite que les personnes, où les disciplines se croisent, où la création est permanente. Corps n'est pas seulement le centre de la ville, c'est son signal. Une présence unique, reconnaissable de partout, ancrant Futura tout en pointant au-delà. Ici, tout commence. Ne laissons jamais les difficultés du présent nous faire oublier l'avenir extraordinaire que nous pouvons construire ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Depuis des années, on nous répète, toute la journée, que la France serait condamnée au déclin, qu'il faudrait désormais apprendre à gérer les contraintes plutôt qu'à créer de nouvelles possibilités, que les grandes innovations se feront ailleurs, en Chine, aux États-Unis, que les grandes ambitions appartiennent au passé de notre pays. Je refuse cette vision. Je refuse de croire que notre pays, qui a construit le Concorde, Ariane, le TGV, n'aurait plus la capacité de bâtir au XXIe siècle. C'est précisément pour cela que j'ai fondé 300 pour la France, un think tank d'entrepreneurs qui aiment la France au point de se donner pour mission de la transformer et d'en faire le meilleur pays au monde pour entreprendre. Un cercle de toutes celles et ceux qui choisissent l'action plutôt que la résignation.
Chez 300, nous faisons naître des idées, et même à contre-courant de l'ambiance morose actuelle, nous affirmons qu'il est encore possible de penser grand, d'investir grand et de construire grand. Mais penser ne suffit pas. Il faut aussi matérialiser l'avenir. C'est pourquoi je souhaite vous présenter aujourd'hui un projet bien ancré dans notre terre de France, une ville. Parce que depuis que l'homme bâtit des villes, il ne construit pas seulement des murs, il construit de nouvelles possibilités. Les cités sont des lieux où des étrangers deviennent des alliés, où des idées deviennent des inventions, et où les rêves bâtissent des civilisations. Athènes a inventé la démocratie, Florence a fait naître la Renaissance, et la Silicon Valley a réinventé la façon d'innover. À chaque époque, une cité a changé le cours de l'histoire. Le XXIe siècle attend encore sa cité, et je crois sincèrement qu'elle pourrait être française. Cette cité a déjà un nom, Futura. Une ville nouvelle, d'1 million d'habitants sur la façade atlantique dans le sud-ouest de la France. Ce n'est pas un projet immobilier, c'est bien mieux que ça. C'est une infrastructure pour la civilisation, un lieu où les idées pourront devenir des réalités beaucoup plus vite qu'ailleurs. Tous les entrepreneurs présents dans cette salle le savent. L'innovation naît de l'itération rapide, des essais, des erreurs, des ajustements constants, mais aussi de la mise en réseau, des relations. C'est la même logique qui gouverne le vivant. Imaginez un accélérateur de particules, non pas pour la matière, mais pour les idées. Elles s'y rencontrent, se heurtent et font émerger du neuf, du beau, du vrai, de l'utile. Je vous propose de construire à Futura une université unique au monde. Une université fondée sur le principe du cadran de Pasteur qui abolira les frontières entre les disciplines pour réunir chercheurs, ingénieurs, créateurs et bien sûr entrepreneurs autour des grands défis de notre siècle. Futura disposera aussi d'un système de connaissances pour transformer à la vitesse de l'IA toutes ces idées en découvertes. Au fond, c'est une ville conçue pour réduire la distance entre une idée et sa réalisation. Je vous invite à découvrir tout cela en détail et plus encore sur le projet. Il y a un site, c'est futuraisnow.com. Le XXIe siècle sera celui de l'abondance à une seule condition, c'est que tous ensemble, nous ne renoncions pas au progrès. Dans ce nouveau monde, la richesse de la France et de l'Europe dépendra de leur capacité à transformer les idées en découvertes, les découvertes en entreprises et les entreprises en prospérité nouvelle. Beaucoup diront, à ce stade, que l'ambition est irréaliste. Pourtant, 300 pour la France a lancé un sondage avec Opinionway, dont les résultats vont sortir dans quelques jours, et on a interrogé les Français. Plus de 80% des Français se déclarent favorables à la construction d'une ville et laboratoire telle que Futura. Les Français, eux, n'ont pas renoncé à voir grand. Ils attendent qu'on leur propose un avenir ambitieux à construire. Je ne me résoudrai jamais au déclin organisé, parce qu'un peuple qui commence à bâtir est un peuple qui recommence à croire en lui-même. Et personne n'arrêtera les Français s'ils recommencent à croire en leur propre avenir. Le futur ne s'attend pas, il se construit. Merci beaucoup. Un immense merci. Et vous pouvez retrouver Mathieu sur ses réseaux sociaux et évidemment aussi la vidéo et tout son projet pour en savoir plus. N'hésitez pas à le soutenir. Cette journée est également faite pour que les entrepreneurs s'entraident et se soutiennent. Je voulais remercier tous les entrepreneurs. Je pense qu'on peut collectivement leur adresser un grand bravo puisque ce sont eux qui font vivre notre économie. Et ceux qui sont venus aujourd'hui sont des entrepreneurs engagés. Pour la prochaine partie, nous allons avoir donc du coup des responsables politiques qui vont venir et je vais remercier du coup ceux qui vont les interviewer dans cette première partie, à savoir Robin Rivaton et Laura Varton-Martinez, que j'appelle à venir sur scène me rejoindre et que vous pouvez applaudir naturellement. Ils sont des fidèles depuis la première nuit de la liberté. Juste en premier, et pour conclure, nous avions une vidéo d'un dernier entrepreneur avant d'avoir la première prise de parole.
Bonjour à tous. C'est évidemment une réelle déception que de ne pas être présent. Mais l'agenda d'un entrepreneur comporte ses obligations, comme vous le savez parfaitement. Il était toutefois impératif que je sois à vos côtés, à travers ce message, et bien évidemment par la pensée. La Nuit de la Liberté, c'est avant tout la réunion de celles et ceux qui croient que d'autres solutions sont possibles après 40 ans de décisions politiques contestables. Et pourquoi cet événement est-il si important ? Parce que plus que jamais, nous devons nous unir à l'horizon de l'échéance capitale de 2027. La France a beaucoup de talent, beaucoup de possibilités, une énergie à revendre et une capacité de rebond insoupçonnée. Plus que jamais, la parole des forces vives qui font bouger les lignes et vivre la nation, celles et ceux qui créent, bâtissent, entreprennent, recrutent, les salariés impliqués, celles et ceux qui font leur travail avec passion et envie, cette parole doit être écoutée avec attention et respect. Nous devons faire entendre notre voix et nous réunir pour que les responsables politiques de demain entendent notre message avec force et puissent enfin faire avancer le pays dans la bonne direction. Mais quelle est la bonne direction ? Je vais essayer de vous le dire. La bonne direction, c'est celle du désendettement, de la simplification, de l'arrêt de toutes ces normes qui nous pourrissent la vie, de la mise en place d'une fiscalité juste et cohérente au regard des pays voisins, de la baisse massive du coût du travail dans notre pays où ce dernier est le plus taxé du monde. Mais c'est aussi, selon moi, la direction vers une meilleure éducation qui intègre les enjeux de demain pour nos enfants et vers un pays qui retrouve une autorité nécessaire au retour d'un vivre ensemble harmonieux et apaisé. En conclusion, cette direction à prendre est celle d'un pays dans lequel nous souhaitons nous sentir libres, libres d'entreprendre, libres de rester vivre. La France a été trop longtemps un pays empêché par manque de courage politique et d'audace. La France a du talent, beaucoup de talent même. Et plus que jamais, je crois qu'avec les bonnes décisions, le retour du rêve français est à portée de main. Ce qu'il manque à la France, finalement, c'est tout simplement du courage politique, afin qu'on cesse d'entraver celles et ceux qui, chaque jour, la font vivre. Nos politiques ont beaucoup plus besoin de ceux qui créent et bâtissent que nous avons besoin d'eux. Mais c'est ensemble que nous pourrons, dès 2027, construire un avenir meilleur pour nos enfants. Alors, cher Michael, un grand merci pour l'organisation de cette nouvelle Nuit de la Liberté. Et chers amis de Trop c'est trop, des 300 pour la France, de l'Institut des solutions, de Laissez-nous faire et du pouvoir de l'action, bien évidemment, comptez sur mon implication sans faille à vos côtés pour faire bouger les lignes, une bonne fois pour toutes, et réinventer le rêve français. Je vous souhaite un très bon événement et je pense bien fort à vous tous. Merci à Jean-Philippe Cartier et nous allons avoir le plaisir d'appeler sur scène Thibaut de Montbrial. Que je ne présente pas. La sécurité est un besoin primaire de l'être humain. C'est pas moi qui le dis. C'est un psychologue américain qui s'appelle Abraham Maslow et vous la connaissez. Il a théorisé ça par une pyramide sur les besoins de l'homme. La base de la pyramide, c'est la satisfaction des besoins physiologiques, manger, dormir, boire, respirer. Mais aussitôt qu'on est en vie, le premier besoin de nous tous, quoi que nous fassions dans la vie, c'est d'être en sécurité. De façon tout à fait naturelle, cette exigence de sécurité est devenue la base du pacte social. Si on relit Hobbes, il y a 4 siècles, il a théorisé le fait que l'organisation d'un État, c'est l'abandon volontaire par les citoyens du droit d'user de la force dans leurs différends avec les autres, pour concéder le droit exclusif à l'État de faire la police et de rendre la justice, en contrepartie du paiement d'impôts, et aujourd'hui on en paye beaucoup, mais à charge pour l'État de garantir la protection des citoyens, de leurs familles et de leurs biens. Notre droit d'ailleurs a traduit cette exigence puisqu'il est à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au même rang, constitutionnellement, que le droit de propriété et la liberté. Donc la sécurité, la liberté et la propriété sont les mêmes démembrements d'un même droit fondamental qui est inscrit dans notre Constitution. A contrario, quand l'État n'est plus en mesure d'assurer la sécurité, à ce moment-là, il est dans une rupture du pacte, qui est son pacte fondateur, ça crée des fissures, et cette fissure, mesdames et messieurs, elle affecte les concitoyens dans toutes leurs activités, et en particulier les entrepreneurs dans leurs activités d'entreprise économique. Un chef d'entreprise, et vous le savez mieux que quiconque,
C'est quelqu'un qui investit, qui embauche. C'est quelqu'un qui prend des risques et qui le fait sur la base préalable d'une conviction, c'est qu'il est acquis à ses yeux que le cadre dans lequel il va exercer cette entreprise est un cadre stabilisé, paisible, sécurisé, prévisible et protégé. Parce que ça, c'est le job de l'État. Sécurité et liberté économique sont en réalité une continuité. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas ça, qui, parmi les gens qui sont épris de liberté, se méfient un peu de la sécurité, en disant oui, mais la sécurité, c'est quelque chose qui va nous entraver. Bien sûr, la sécurité dévoyée, la tyrannie, ça entrave. Mais la sécurité bien pensée, au contraire, ça permet l'épanouissement. C'est le préalable qui permet d'aller au bout de ces projets, que ce soit dans la vie personnelle, associative ou, évidemment, professionnelle. Le problème, c'est que ça ne marche plus. Vous avez peut-être vu cet après-midi le chiffre, la France est aujourd'hui à la 99e position des pays les plus sûrs du monde, entre la Tanzanie et le Gabon. Alors, c'est une des raisons, ça matérialise la raison pour laquelle de nombreux chefs d'entreprise veulent aujourd'hui quitter notre pays. Pourquoi ? D'abord parce que vous êtes écrasés de charges, vous êtes écrasés d'impôts, vous êtes écrasés de normes. Et ça crée, outre les désagréments qui sont inhérents à ces charges et ces impôts, ça crée de l'imprévisibilité. Ça fait que sur le plan économique, vous n'êtes plus en sécurité. Et on retrouve Maslow. Mais la deuxième raison, c'est parce que l'État est dans le même temps incapable d'assurer votre sécurité physique et que paradoxalement, plus vous payez d'impôts, moins vous êtes protégé. Il y a un premier élément qui le démontre, c'est la répartition du budget de l'État. En grande masse, 40 milliards d'euros sur la sécurité, 880 milliards d'euros sur le social. Vous avez bien compris que ça ne peut plus fonctionner comme ça. Et puis pendant ce temps-là, la criminalité, elle a des effets tangibles sur les entrepreneurs que vous êtes. Je vais vous donner quelques exemples concrets. D'abord, le cyber. Alors le cyber, ça fait pas mal physiquement, mais ça peut faire très mal économiquement et finalement faire mal physiquement. En 5 ans, l'ANSSI a constaté le doublement des attaques cyber. Il y a 47% des entreprises françaises qui ont été visées par une cyberattaque en 2025 et la moitié sont des TPE et des PME. Aujourd'hui, toutes ces attaques, cette violence informatique, elle a des coûts évidemment directs, c'est l'argent que ça coûte, mais elle a des coûts indirects. C'est la rupture dans l'activité, la perte de confiance des clients et en bout de chaîne, la chose dont personne ne parle jamais, mais qui est une conséquence directe de l'absence de sécurité. C'est le stress du dirigeant, c'est la maladie, c'est les problèmes qu'on ramène à la maison, c'est le conjoint qui ne comprend pas qu'on n'arrive pas à penser à autre chose. C'est ça le bout de la chaîne de la sécurité qui s'effondre. Et puis il y a la sécurité physique. La sécurité physique, c'est le retour d'une criminalité contre les riches réels ou présumés, contre les gens qui réussissent, qui est une criminalité d'enlèvement, de torture, d'actes de barbarie, de homejacking. On a tous à l'esprit les affaires qui touchent ceux qui ont réussi dans la crypto-monnaie, mais bien au-delà. Il y a 550 homejacking en France en 2025. Vous savez, c'est quand les voyous rentrent chez vous et ils s'emparent aussi bien de vos biens que de votre personne, avec toutes les horreurs qui peuvent en découler. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il y a une dynamique. Et cette dynamique, elle est catastrophique. Pourquoi ? Parce que la dynamique, elle est en faveur des voyous. La dynamique, elle n'est plus celle de nos forces de sécurité intérieure. Et ils ont perdu la confiance. Ils pensent qu'à tort ou à raison, les politiques ne les soutiennent plus. Et en vrai, parfois, c'est quand même un peu à raison. Ils pensent qu'à tort ou à raison, comme me disait l'un d'eux récemment, ils ont le choix, en sortant de la voiture de police, entre l'hôpital ou la prison. Et pendant ce temps-là, la dynamique, elle est chez les voyous. Et les voyous viennent gangréner l'ensemble de l'activité de notre pays, y compris, évidemment, l'activité économique. Pourtant, l'enjeu est crucial. Pourquoi ? Parce que la liberté d'entreprendre, qui est au cœur de nos travaux cet après-midi, elle est un puissant facteur de souveraineté, bien au-delà de l'épanouissement individuel, bien au-delà de la liberté de réussir dans un monde capitaliste. C'est aussi un facteur de souveraineté dans un monde qui est en train de se déréguler, où on ne sait pas où on en sera d'un point de vue commercial avec les États-Unis et la Chine dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Il est absolument crucial que les entreprises françaises redeviennent un levier de souveraineté en assurant à notre pays la capacité d'une autonomie, en particulier dans la tech et dans l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est un objectif ambitieux. Mais d'abord, si on ne se fixe pas d'objectif ambitieux, on n'y arrive pas. Et ensuite, c'est un objectif ambitieux non seulement sur le plan économique, mais c'est un objectif vital sur le plan de la souveraineté. Je crois, moi, mesdames et messieurs, profondément
en la nécessité urgente, vitale, de redonner confiance à l'initiative, à l'innovation, au travail, à la recherche, pour relancer une dynamique qui serait fondée économiquement sur 2 leviers. Je ne vais pas être très original cet après-midi, mais ce sont des leviers essentiels. D'abord, sortir du magma des normes qui étouffent et évidemment coordonner et réformer une fiscalité qui doit devenir simplifiée, adaptée et, c'est le facteur qu'on oublie souvent, prévisible. Mais vous le savez, et Orange l'a encore montré à Marseille l'année dernière, aucune activité humaine ne peut s'installer dans un univers où les gens se sentiront physiquement menacés. Aucun investisseur étranger ne viendra dans un pays qui continue à se dégrader et où l'on pense qu'il est dangereux de venir se promener dans les rues de notre pays et où on le dit sur le site du département d'État américain ou d'autres pays internationaux. Aujourd'hui, je vous le dis avec beaucoup de solennité, la sécurité, ce n'est pas un concept de droite ou de gauche. C'est un concept qui est le concept, le socle pour que continue la République française que nous aimons. C'est une condition de la survie de la République en même temps qu'une condition de compétitivité économique. Finalement, Maslow avait raison. Un pays qui n'assure plus la sécurité de ceux qui créent, qui investissent, qui prennent des risques et qui veulent en profiter de leur investissement, ne peut pas prétendre les retenir. Il ne peut pas prétendre en attirer de nouveaux. Alors il va falloir un courage politique pour remettre tout ça dans l'ordre, pour remettre tout ça dans l'axe, comme on pourrait dire. Parce que ce qu'il nous faut, mesdames et messieurs, et je termine par là, le gong va sonner, mais je sais que j'ai du temps additionnel, j'ai besoin de 20 secondes. Non, ça ne sonne pas. Un État, la France a besoin. La France a besoin d'un État régalien solide et protecteur, d'entrepreneurs qu'on arrête d'emmerder et auxquels on fait enfin pleinement confiance pour produire de la richesse et pour assurer la souveraineté économique de la France. Et c'est le combo, mesdames et messieurs, pour que vous n'ayez plus jamais la question, à vous poser la question, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Parce que vous aurez envie de rester pour profiter, pour faire prospérer cette France que nous aimons.